Donc, voilà pour l'intérêt du livre, hein, puisqu'il pose très très bien les problèmes de la crise systémique et il insiste en particulier sur ce qui me paraît moins. Alors d'abord, je pense qu'il y aura d'autres pandémies, hein, la pandémie montre bien la rupture entre le naturel et l'humain. On voit bien que les virus sont portés par des espèces animales qui sont chassées de leur milieu naturel et qui propagent donc des virus. Il y en aura d'autres, hein. On voit d'ailleurs, j'ai lu ce matin qu'un nouveau virus était apparu en Inde, dont personne ne sait ni l'origine, ni d'où il vient, ni comment il se transmet, même si apparemment il ne se transmet pas à l'homme. Donc il va y avoir des pandémies à répétition, hein, ce qui va bien sûr obliger quand même, y compris les gouvernements les plus néolibéraux, de renforcer le service public sanitaire qui a été massacré pendant ces 20 dernières années, hein. On a supprimé des lits, et bien maintenant on paye la facture des politiques d'austérité néolibérales, tout comme on la paye également au niveau de l'enseignement, puisque vous avez dû avoir cette information ce matin, hein. Le niveau scolaire de nos enfants ne cesse de dégringoler. Nous sommes désormais l'un des pays dans lequel le système scolaire est le plus faible et ce n'est pas, ce n'est pas pour nous rassurer, mais là encore, hein, on a fait tellement d'économies sur les personnels, sur les moyens pédagogiques, on a tellement maltraité l'enseignement public, hein, à force de réformes aussi imbéciles les unes que les autres, que malheureusement le constat est là. Donc il va y avoir des pandémies à répétition, hein, les virus qui étaient enfouis dans la terre et qui sont libérés par la fonte du permafrost vont être vraisemblablement vecteurs d'accidents extrêmement graves. Et puis, comme j'ai l'habitude de le dire, on va peut-être trouver un virus contre la Covid, mais on ne trouvera pas de virus contre le réchauffement climatique. Et ce réchauffement climatique, il continue, hein. Je vous ai préparé en particulier pour l'illustrer, des articles que vous n'avez peut-être pas vu passer dans Le Monde, hein. C'est Le Monde du vendredi 4 décembre. Hein, je l'ai là. Le titre, c'est l'année 2020 parmi les plus chaudes enregistrées, hein. Et il y a des passages que je vais vous lire dans cet article qui sont véritablement angoissants, hein. C'est-à-dire qu'ils vous prennent là et puis vous laisse impuissant par rapport à l'arrivée imminente de la catastrophe. Les activités humaines, dit l'article, hein, continuent d'envoyer plus de CO2 dans l'atmosphère que les puits de carbone, c'est-à-dire les océans et la végétation, ne peuvent en absorber. Et selon le rapport de l'Organisation météorologique mondiale, l'Arctique fait partie des premières victimes du réchauffement, tout particulièrement en Sibérie, où les températures ont été supérieures de plus de 5 degrés à la moyenne. Le thermomètre a grimpé jusqu'à 38 degrés à Verkhoyansk, qui est la capitale de la Sibérie, le 20 juin, la température la plus élevée constatée au nord du cercle arctique. Cette hausse du mercure a entraîné la saison des incendies la plus active depuis 18 ans. Depuis le milieu des années 80, l'Arctique se réchauffe à un rythme 2 fois plus supérieur à celui du reste du monde. Et c'est un phénomène extrêmement grave parce que cette eau, cette banquise se transforme en eau et elle absorbe davantage encore les rayons du soleil et donc elle entraîne une augmentation des températures de l'air et de l'eau qui à son tour accélère la fonte. Les océans, par exemple, se sont élevés à un rythme de 3,3 mm par an en moyenne depuis 93, une vitesse jamais atteinte depuis la sortie de la dernière déglaciation entre moins 25 000 ans et moins 20 000 ans. Donc vous voyez dans quel état de précarité est la Terre.
et cela entraîne donc ce dérèglement généralisé, hein, lié au réchauffement climatique, la hausse du niveau des eaux, hein, et donc le recul du littoral. Ça amène une baisse de l'activité halieutique parce que les poissons se retrouvent euh, dans un, dans un écosystème qui n'est pas adapté à celui pour lequel il devait vivre, hein. Et il y a également d'autres événements extrêmes qui se multiplient, des sécheresses absolument dramatiques qui entraînent des incendies gigantesques, euh, avec à contrario des inondations et des cyclones qui deviennent complètement incontrôlables. Et parmi tous les problèmes les plus graves liés, et je le dis dans mon bouquin d'ailleurs, hein, au niveau écologique, c'est la déforestation de l'Amazonie qui est au plus haut niveau depuis 12 ans et qui prive la Terre de son principal poumon. Alors l'une des conséquences, hein, c'est, bah, je vais vous la lire, hein, 10 millions de déplacements en grande partie donc de personnes, hein. Il y a donc 10 millions de personnes qui ont commencé à se déplacer à cause des phénomènes climatiques, hein, en partie liés à des catastrophes hydrométéorologiques au cours du premier semestre de 2020. L'insécurité alimentaire progresse. 700 millions de personnes ont été sous-alimentées en 2019 sous l'effet des conflits, du ralentissement économique, mais aussi des sécheresses qui réduisent les récoltes. Voilà, donc pour ces quelques chiffres qui sont quand même particulièrement inquiétants et qui sont complétés d'ailleurs par la suite de l'article, hein. Les systèmes de santé pourraient être débordés par la crise climatique, hein. La France est l'un des pays les plus à risque en matière d'exposition des populations vulnérables aux vagues de chaleur, selon un ouvrage scientifique américain parmi les plus connus, The Lancet. Et les décès dans le monde liés à la chaleur parmi les plus de 65 ans ont augmenté de 54% depuis 20 ans. Euh, donc nous sommes véritablement dans une situation extrêmement grave, hein. Ian Hamilton, qui connaît bien les phénomènes climatiques, précise que la pollution de l'air a entraîné près de 7 millions de décès prématurés dans le monde en 2018 et que une grande partie de ce changement climatique est en particulier lié aux émissions de gaz à effet de serre et en particulier à partir de l'élevage. Et la consommation excessive de viande rouge, dit-il, a contribué à 1 million de décès prématurés en 2017, soit une augmentation de 72% en 10 ans. Donc voilà, sans vous foutre le bourdon, hein, vous dire que le résultat de tout ça, c'est qu'il faut absolument changer le modèle de développement. Alors le modèle de développement et son changement, je l'évoque dans le livre, hein, d'ailleurs c'est le titre même, et je lance des pistes, hein, en particulier sur l'économie sociale et solidaire, hein, en rappelant qu'elle est une économie quand même qui est fondamentalement différente de l'économie dominante capitaliste puisqu'elle ne recherche pas le profit, donc elle ne se lance pas dans cette course absolument effrénée de l'hyperproduction, hein, l'hyperproduction pour faire des profits maximum, hyperproduction qui nécessite, hein, de générer une hyperconsommation. Donc on le voit bien là avec les épisodes récents du Black Friday et autres foutaises de ce genre, hein, ce qu'on demande aux gens, c'est de ne plus être des citoyens mais des consommateurs de tout, hein, y compris de l'inutile, y compris de l'absurde. Et on voit bien d'ailleurs déferler en cette période de fête, hein, des publicités qui ne font que inciter les gens à acheter toujours davantage,
recherche et pour entretenir donc le moteur de la consommation. L'économie sociale ne se situe pas dans cette logique, hein, puisque elle est basée sur la non-lucrativité ou la lucrativité limitée. Donc la recherche de profit pour les entreprises de l'économie sociale, c'est pas la fin, hein. Ce qui est la fin des entreprises de l'économie sociale, c'est de satisfaire les besoins humains, et en particulier les besoins liés à une société solidaire et une société respectueuse de l'environnement. Donc il faut consommer autrement, hein. On sait maintenant le faire sur le plan agricole avec le développement des circuits courts, du consommer local, mais il faut développer ça à d'autres secteurs, hein. Le secteur de la production, hein, en relocalisant un certain nombre de productions, en développant des petites entreprises capables effectivement de produire ce dont les gens au niveau d'un territoire ont besoin, et puis de produire également des services, hein, dont les gens ont besoin, services éducatifs, services culturels, services sportifs, services sanitaires et sociaux, services environnementaux, services liés au problème du recyclage des déchets, hein. Et là encore, donc l'économie sociale sait faire, et elle a des résultats concrets, et elle montre bien donc par là même sa pertinence et son actualité. Et puis l'économie sociale, c'est donc produire autrement, entreprendre autrement, hein, dans la démocratie, dans une gouvernance partagée, autant que faire se peut, hein. Je sais qu'il y a des entreprises de l'économie sociale qui sont loin d'être dans les clous, et qu'il faut donc sans arrêt dénoncer, hein. Et également échanger autrement, d'où d'ailleurs des méthodes d'échange, hein, nouvelles qui apparaissent, hein, en particulier avec des monnaies locales, avec des systèmes d'échange locaux, avec des systèmes également de financement de la création d'entreprises nouveaux, locaux, et également donc la multiplication des circuits courts, qui peuvent être également des circuits courts sur le plan financier. Donc je continue à penser que ce livre est un bon livre, et qu'il pose bien les problèmes qui vont se poser à la planète. C'est vraisemblablement l'une des dernières fois où j'ai l'occasion de vous parler de ce livre, hein, parce que d'abord je vous en ai suffisamment parlé pour ne pas devenir répétitif et même gonflant, et puis nous rentrons dans une période où faire de la communication sur les réseaux sociaux va être difficile, compte tenu que les gens vont avoir d'autres perspectives et d'autres choses à faire, ne serait-ce que pour essayer de se retrouver et de partager certaines joies en famille dont ils ont été cruellement privés ces derniers mois. Alors, je voudrais terminer par non pas par un coup de griffe, mais par une gigantesque interrogation. Je suis un lecteur du Monde, hein, qui d'ailleurs me fait le sale coup de ne pas avoir pris une de mes tribunes, hein, dans lequel je dénonçais, c'était le titre, hein, la tyrannie de l'objet. J'ai aucune réponse, hein, de ce quotidien. À tel point d'ailleurs que je me demande si je vais pas résilier mon abonnement, parce que c'est quand même pas tout à fait logique qu'on traite de cette façon-là ces lecteurs. L'article que j'ai publié, hein, donc la tyrannie de l'objet, c'est un article qui reprend un petit peu tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'hyperconsommation. Oui, donc dans Le Monde, hein, le jeudi 5 novembre, il y a eu un interview d'Olivia Grégoire, qui est secrétaire d'État chargée de l'économie sociale. Alors, ce qui est tout à fait intéressant et qui, moi, m'interpelle véritablement, et je le dis en toute sympathie vis-à-vis d'une personne qui l'est, hein, sympathique, c'est qu'elle
elle a des analyses dans son article, hein, qui tient une page, hein. C'est donc un joli entretien que Le Monde a accordé à notre secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire, et je me rappelle pas l'autre mot. Qu'est-ce que c'est son troisième? Ah oui, responsable. Dont je n'ai toujours pas compris pourquoi on avait accolé le terme responsable à social et solidaire. C'était déjà largement suffisant. On aurait peut-être pu rajouter écologique, ce qui aurait été porteur de plus de sens. Alors, notre secrétaire d'État dit: la crise que nous traversons, hein, appelle à transformer notre économie vers un modèle plus durable et inclusif. Bon, c'est intéressant, c'est une belle prise de conscience, hein. Elle va même plus loin puisque elle apporte, elle dit, hein, l'économie sociale et solidaire, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est donc la secrétaire d'État du gouvernement Macron. L'économie sociale apporte des réponses aux cas de conscience que nous posent les excès de l'économie capitaliste et mondialisée. Mon Dieu, mais c'est du gauchisme, ça, Madame la secrétaire d'État, hein. Vous parlez des excès de l'économie capitaliste et mondialisée, et vous êtes dans un gouvernement qui est ultra-libéral et qui ne cesse de prendre des mesures de libéralisme complètement débridé. Depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, on est dans le tout libéralisme, hein, le tout libéral. Les inégalités se sont creusées, les dénationalisations ont été heureusement arrêtées par la crise, mais tous les choix que vous faites, hein, l'austérité des services publics, les économies faites sur le système de santé, sur le système éducatif sont là pour le démontrer, hein, je l'ai dit. Et donc j'arrive pas à comprendre comment, alors que vous êtes consciente qu'il y a des excès dans l'économie capitaliste et mondialisée, pourquoi vous n'allez pas plus loin dans votre démarche et en essayant donc de sortir de cette économie capitaliste et mondialisée. L'économie sociale et solidaire, dites-vous, c'est le choix d'une gouvernance démocratique. Oui, c'est vrai, enfin on peut l'espérer dans la plupart des cas. Le choix des circuits courts pour produire local et répondre à la complexité de la chaîne d'approvisionnement, je peux qu'être d'accord avec vous, ou encore le choix d'agir positivement sur l'environnement et sur la cohésion sociale. Comme tout cela est bien dit, hein, et vous avouez d'ailleurs que la crise révèle aussi que les structures de l'ESS, notamment les associations, sont plus fragiles que les entreprises, car elles manquent de fonds propres. Ben, la faute à qui, hein, puisque moi j'avais créé un titre associatif que Benoît Hamon d'ailleurs a repris dans sa loi, et qui était donc un apport en fonds propres pour les associations qui pouvaient donc émettre ces titres obligataires sur le marché, hein, bon, ils n'ont jamais vu le jour, ils ont en tout cas été torpillés par le système bancaire et le système financier. Donc voilà, je trouve assez paradoxal. Et c'est peut-être pas si paradoxal que ça, parce que finalement, je pense que devant les dégâts de l'hyperlibéralisme, comme le dit notre ministre, hein, mondialisé, globalisé, responsable de tant de maux sur les hommes et sur la planète, il y a une partie du monde capitaliste qui voudrait se refaire une virginité, un look nouveau, un look donc vert et solidaire, et ben pourquoi pas finalement puiser dans le modèle de l'économie sociale pour redonner des couches de peinture nettement plus attractives et attrayantes. Et c'est donc bien que l'économie sociale et solidaire est à un tournant à l'heure actuelle, hein, que l'on sent y compris chez les militants et chez les grands responsables de l'économie sociale, entre une économie sociale de réparation, hein, qui est la conception de la secrétaire d'État actuelle, c'est-à-dire qu'on tolère l'économie sociale, on est même content qu'elle soit là parce qu'elle répare les dégâts du système capitaliste, et l'économie sociale de transformation
qui est le modèle qui est porté par mon bouquin, hein, pour un nouveau modèle de développement, et qui est porté également par beaucoup d'acteurs de l'économie sociale en France à l'heure actuelle, hein, qui est une économie donc qui consiste véritablement à changer le modèle de développement pour le rendre solidaire, écologique et durable et inclusif. Donc nous sommes vraiment dans un point de excusez-moi, de rupture entre ces deux conceptions de l'économie sociale et solidaire. Et on voit bien qu'à l'intérieur du petit monde de l'économie sociale, ben, il y a encore un certain nombre de personnes qui sont dans la conception de l'économie de réparation, hein, et puis qu'il y a de plus en plus de gens qui, au fur et à mesure d'ailleurs que la crise systémique s'approfondit, basculent dans l'économie sociale de transformation. Bien, nous avons eu d'ailleurs ce débat la semaine dernière, invité par nos camarades du PCF, et aussi bien Benoît Hamon que Timothée Duverger, que Jérôme Sadier. Nous avons bien mis l'accent sur la nécessité d'un modèle d'économie sociale porteur de transformation. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Et je terminerai par encore une fois une phrase de la secrétaire d'État, hein. Elle dit l'économie sociale apporte des réponses aux excès de l'économie capitaliste mondialisée. Oui, madame, effectivement, l'économie sociale est l'ultime chance pour sauver la planète et ses habitants, hein, d'une catastrophe dont personne ne peut encore mesurer les effets, mais qui est à nos portes. Il nous reste très très peu de temps pour réagir. Et alors, dernier souhait, et puis je terminerai là-dessus, moi je veux véritablement que l'élection présidentielle de 2022, ainsi que les élections législatives de 2022, soient un moyen de poser ce problème du modèle de développement. Moi je ne veux pas d'une campagne électorale qui se fasse sur les thèmes choisis par la droite, hein, c'est-à-dire l'insécurité, l'immigration, on agite les grandes peurs, hein, comme toujours. Et ça permet de ne rien faire, hein, et on voit bien d'ailleurs que depuis 5 ans, rien n'a été fait véritablement pour changer le modèle de développement, à tel point d'ailleurs que, y compris la Convention citoyenne pour le climat le reconnaît qu'elle n'a pratiquement servi à rien, et qu'on a en face de nous des gens, hein, une technocratie qui est tellement sûre de ses vérités néolibérales qu'elle est complètement sourde, hein, à tout ce qui peut être une conception différente du modèle économique. Donc moi je veux véritablement que l'ensemble des partis, hein, et l'ensemble des candidats mettent en exergue, hein, le problème fondamental de nos sociétés, qui est le problème du modèle de développement vers lequel ils veulent emmener la nation France, hein, et sinon ce sera encore une élection pour rien, et elle se fait en 2 temps, cette élection, hein. Il y a la présidentielle et puis il y a les législatives, donc il faut véritablement interpeller l'ensemble des partis politiques sur ce qu'ils entendent par un nouveau modèle de développement, à condition qu'ils en aient la volonté, ce dont je doute fort, et du côté de LREM et du côté du PR, je n'ai jamais vu le côté aussi réactionnaire qu'en ce moment, et du côté bien sûr du Rassemblement national, qui est tout le contraire des thèses républicaines portées vers un modèle plus durable et plus démocratique. Voilà, écoutez, si vous voulez m'adresser des questions dans ces quelques jours qui précèdent encore Noël, je serai à votre écoute, hein. Ce qui est embêtant dans le direct sur Facebook, c'est qu'on ne peut pas voir véritablement donc les questions qui sont posées ou qui vous viendraient à l'idée. Donc posez-les-moi sur ma page Facebook, hein, ou page Facebook Jean Gattel, ou page Facebook Jean Gattel Consultant ESS, ou bien même
même sur mes pages LinkedIn ou Twitter. Hein. Twitter, c'est Gateljean4. Donc, vous avez toutes les possibilités de rentrer en contact. Voilà, si je ne vous revois pas, mes chers amis, vous avez eu la patience de m'écouter. Je vous donne rendez-vous donc pour ceux que ça intéresse demain pour parler innovation, et puis pour ceux qui sont intéressés surtout par le mouvement associatif, jeudi pour parler de l'avenir des associations qui, selon nos choix politiques, sera ou un avenir très sombre ou un avenir rayonnant. Voilà, au revoir mesdames, je vais reprendre donc mes accents giscardiens. Merci madame, merci mademoiselle, merci monsieur, et puis je pourrais effectivement m'en aller. Hein. Au revoir.